Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Dans le cadre de nos séries thématiques, le contexte international où un certain nombre de dirigeants prônent la force contre le droit, nous avons souhaité réaliser une série sur les femmes de loi. Car pour nous, une société du bien vivre ensemble et de la paix repose sur le socle du droit et rien d'autre. Parmi ces femmes de loi, nous nous sommes notamment intéressés à l'association Bâtonnières du Monde. Nous vous proposons de les écouter. Nous recevons aujourd'hui Chérine Luzaïssou, bâtonnière du Congo central en République démocratique du Congo. Bonjour Madame la bâtonnière, chère Chérine Luzaïssou. Bonjour. Je suis vraiment heureuse que vous ayez accepté d'être interviewée dans le cadre de notre podcast Femmes engagées de l'ONG Femmes du Monde et réciproquement. Alors Chérine Luzaïssou, vous êtes bâtonnière du Congo central, près de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, depuis 2022. Vous avez été réélue pour un second mandat en 2025. Félicitations. Vous êtes, je crois, la deuxième femme à occuper le poste de bâtonnière dans votre pays, donc c'est quand même pas rien, et la première dans votre province du Congo central, c'est bien ça? Dans mon barreau. Oui. Dans votre barreau, bravo. Votre premier mandat avait pour slogan « Pour un barreau uni dans la diversité » et je crois qu'on peut dire qu'il a vu beaucoup d'avancées telles que notamment la création du Bureau des droits humains du barreau. Mais vous nous en parlerez. Vous êtes avocate depuis 25 ans, spécialiste en droit pénal international, on y reviendra, droit du travail, droit communautaire et en droit maritime. Et vous êtes aussi conseillère à la Cour africaine des droits de l'homme et à la Cour pénale internationale. C'est chargé, votre mandat et vos activités. Et puis, vous êtes également président de l'Association des femmes juristes congolaises pour le Congo central, pour les droits des femmes et des enfants notamment. Et vous avez rejoint aussi l'association Bâtonnières du Monde, créée et présidée par Vanessa Boussardeau, ancienne vice-bâtonnière du barreau de Paris. Je vous laisse compléter votre présentation, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites en ce moment en tant que bâtonnière en République démocratique du Congo. C'est à vous. Merci beaucoup, merci pour l'honneur. En fait, je suis, comme vous l'avez dit, Chérine Luzaïssou, je suis avocate depuis 2000 en République démocratique du Congo, principalement dans la province du Congo central, parce que chez nous ici, en République démocratique du Congo, les barreaux sont rattachés à des cours d'appel. Ce qui fait que nous avons 26 provinces aujourd'hui et nous avons 26 barreaux. Et moi, je suis avocate au barreau du Congo central. J'ai commencé en 2000 et puis après, j'ai été membre du Conseil de l'Ordre parce que vous voulez devenir bâtonnière, il faut nécessairement passer par le Conseil de l'Ordre. Avoir été membre du Conseil de l'Ordre, ça vous permet en fait de connaître le travail du barreau, de connaître le fonctionnement de l'Ordre. Alors j'ai été membre du Conseil de l'Ordre élu à 3 reprises et finalement en 2022, je m'étais décidé de déposer ma candidature comme bâtonnière et j'ai été élue. Ce qui fait que maintenant, là, ça fait 4 ans que j'ai les bâtons parce que j'ai été réélue l'année passée en 2025. Donc, c'est comme ça que je suis en train de m'occuper de l'administration du barreau du Congo central. Formidable.
Dans le contexte international actuel où globalement les régimes autoritaires augmentent dans le monde contre la démocratie, où le droit international est de plus en plus bafoué et où au niveau des nations, il y a des entorses de plus en plus fréquentes au droit. J'ai envie de vous demander, Chérine, où en est le droit selon vous, vous qui êtes une femme de loi et de droit? Je vais faire d'abord revenir en ce qui concerne la Cour pénale internationale. Oui. J'ai d'abord été conseil à la liste des assistants parce qu'il y a des critères. En 2011, j'ai été à la liste des conseils et en 2011, d'ailleurs, j'ai été ce qu'ils appellent en français professionnel invité, mais sinon c'est visiting professionnel à la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que je suis allée travailler là-bas, c'est-à-dire que la Cour offre des opportunités pour des personnes qui travaillent dans leur pays et qui estiment qu'ils peuvent apporter leur expertise au niveau de la Cour pénale internationale. Alors en 2011, j'y ai été, j'ai travaillé comme visiting professionnel pendant quelques mois et après j'ai été à la liste de conseil à la Cour pénale internationale et c'est ce qui a fait qu'en 2014, de 2014 d'ailleurs jusqu'à ces jours, je suis dans le groupe de la représentation légale des victimes dans le procès qui a eu lieu entre le procureur et Bosco Taganda par rapport aux affres qui se sont passées chez nous plus à l'est en Ituri. Donc là, je suis dans le groupe des représentants légaux des victimes. La première partie du procès est terminée et Bosco Taganda, qui avait été poursuivi devant la Cour pénale, a été condamné à 30 ans de prison. Oui. Mais là, maintenant, nous sommes dans la phase des réparations parce que au niveau de la Cour pénale internationale, on ne s'arrête pas seulement à des condamnations, mais aussi il faut réparer. Oui. Et réparer en ce qui concerne les victimes qui ont eu à subir beaucoup de préjudices, beaucoup d'affres, beaucoup de problèmes psychologiques. Et on essaie un peu de voir comment est-ce qu'il faut arriver tant soit peu à les indemniser. Oui. Aussi à la liste de conseil de la Cour africaine de droits de l'homme parce que j'ai été pendant une dizaine d'années présidente de l'association des femmes juristes congolaises au Congo central. C'est une association qui milite pour les droits des femmes et de l'enfant. Donc nous sommes vraiment des militantes de droits de l'homme pour essayer de faire en sorte que les femmes puissent accéder à la justice, que les femmes puissent obtenir gain de cause quand ils sont devant les cours des tribunaux parce que chez nous, de manière générale, les femmes n'ont pas assez de moyens financiers. Alors, ce n'est toujours pas facile pour elles d'accéder à la justice. Mais avec cette association-là que nous avions mise en place, on a des mécanismes qui permettent à des femmes d'être accompagnées, sinon assistées devant les cours des tribunaux, afin d'obtenir gain de cause, savoir qu'est-ce qu'il faut faire elles ont des problèmes liés au droit, parce que il faut les dire que les femmes ont beaucoup de problèmes ici, beaucoup de femmes, partout. Des problèmes de violence, des problèmes d'harcèlement, des problèmes de succession, des problèmes. Donc tout ça, on essaie d'accompagner les femmes. Je crois que ça n'est pas spécifique à la République du Congo. Et les femmes sont effectivement ont des discriminations et subissent des problèmes un peu partout. Et j'aimerais bien effectivement que vous reveniez un petit peu en arrière sur la Cour pénale internationale et sur votre travail donc de défense des victimes d'Ituri. Est-ce que vous pouvez vraiment en 2 mots dire ce qui s'est passé parce que nos auditeurs et nos auditrices ne savent pas forcément. Ça fait partie des guerres oubliées, vous savez, comme on dit. Et puis dire ce qu'est devenu Taganda aussi, qui a été condamné. Merci beaucoup. La Cour pénale internationale, comme on le sait, au niveau de la Cour, on juge des criminels, des grands criminels de guerre qui ont commis des crimes contre l'humanité. C'est des crimes de masse, en fait. Alors, en 2002-2003, il y a eu un groupe des rebelles mis en place par Thomas Lubanga, qu'on appelait l'UPC, et Bosco Taganda était le numéro 1 de la partie armée, le FLPC, qui était la partie armée de l'UPC. Alors, étant donné que c'était un groupe de rebelles, ils ont commis beaucoup d'exactions en Ituri parce que ils voulaient contrôler cette zone parce que c'est une zone fortement minière. Et pendant ce temps-là, ils ont commis beaucoup d'exactions. Il y a eu des morts, des milliers de morts. Il y a eu des femmes qui ont été violentées, des
femmes qui ont été violées, des enfants arrachés à leurs parents, pratiquement des citoyens qui ont été contraints de se déporter, donc de quitter leur milieu naturel pour aller dans d'autres milieux. Et c'est par rapport à ça que finalement la Cour pénale internationale, après des enquêtes bien entendu, avait lancé un mandat d'arrêt. Et Bosco Ntaganda, en 2013, il a eu à faire face à plusieurs obstacles. Et finalement, en 2013, il s'était décidé de se rendre à la Cour pénale internationale par lui-même. Et en 2014, le procès a commencé. Et aujourd'hui, il a été condamné pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Et il doit purger une peine de 30 ans. 30 ans de réclusion criminelle, pratiquement 30 ans de prison. Il est où actuellement alors en prison? En tout cas, il est dans une prison pas au Congo, en Belgique. D'accord, ok. Ah oui, il y est toujours donc. Pour une vingtaine d'années encore. C'est rassurant parce que effectivement, bon, la Cour pénale internationale, c'est assez récent quand même comme organisme, mais c'est surtout que il y a on a tendance, quand on connaît pas bien le sujet, on a tendance à considérer que la Cour pénale internationale n'arrive pas à rendre la justice autant que ce serait possible, compte tenu du nombre d'auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Oui, et c'est très important pour nous parce que avec la Cour pénale, c'est vrai que les gens peuvent. C'est une cour mise en place par des humains et l'humain n'est pas parfait, mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, par exemple, je me dis que la Cour pénale internationale reste le moindre mal en ce qui concerne la poursuite des criminels des guerres, des criminels d'une catégorie de ces personnes qui sont en fait, tant qu'ils sont ici, ils sont intouchables. Et puis, certaines fois, nos cours et tribunaux n'ont pas assez de moyens pour organiser des procès de ce genre-là où vous avez des milliers de documents, vous avez des milliers de victimes et même par rapport au temps, exemple en ce qui concerne Bosco Ntaganda, les faits se sont déroulés entre 2002 et 2003. Alors, pour retracer tout ça, il fallait plusieurs matériaux et ce n'est toujours pas facile. Nos pays n'ont toujours pas le moyen, mais il faut dire quand même que en ce qui concerne les criminels de guerre, la Cour pénale internationale est un véritable rempart et la justice a été rendue, en tout cas en ce qui concerne les victimes de l'Ituri. Il était à la limite intouchable, parce que quand il a quitté l'Ituri, il est allé encore au Nord Kivu, où il a commis d'autres exactions et on n'arrivait pas à mettre la main sur lui. Mais finalement, quand il s'est rendu, la justice a été dite. C'est un soulagement pour les victimes. C'est un soulagement pour les victimes aujourd'hui qui ont beaucoup souffert et qui maintenant attendent la réparation. C'est le début d'une réparation quelque part, quand enfin les auteurs de ces exactions sont réellement sanctionnés et condamnés. C'est déjà une satisfaction morale de savoir que cet homme qui a fait beaucoup de mal aujourd'hui est en prison. Oui. Écoutez, c'est vraiment très très important que vous expliquiez, comme vous venez de le faire là, toute la lenteur du processus, mais c'est parce que c'est aussi du crime massif, c'est aussi difficile de recueillir les témoignages, il y a tous les traumatismes des victimes aussi qui font qu'elles ne peuvent pas parler, enfin c'est... Il faut gérer, tout à fait. Donc on demande aux gens de se souvenir des périodes atroces, quoi. Bien sûr. Donc, ce n'est toujours pas facile. Mais au niveau de la Cour pénale internationale, il y avait des psychologues, donc la Cour a essayé de faire en sorte que ça ne soit pas très, très, très difficile pour les victimes de se souvenir de tout ça. Parce que pour arriver à obtenir justice, elles étaient obligées de passer par ces genres de témoignages, de se souvenir de ces faits qui pour elles étaient très, très, très difficiles. Bien sûr. L'Ituri, c'est près des Kivu. C'est dans la région des Kivu. C'est bien ça. C'est là qu'il y a toutes les ressources minières et c'est ça qui suscite toutes les convoitises des pires groupes armés, mais aussi des grands groupes industriels et des grands groupes internationaux aussi. Peu de gens en parlent d'ailleurs, mais ça intéresse tout le monde que finalement on mette un peu ça en sourdine. Il y a des gros enjeux financiers. Et il y a une manipulation. Absolument. Et on sait qu'il y a des tireurs de ficelles qui sont de gros organismes, il y a des gros intérêts financiers. Exactement. Et malheureusement, face à ces intérêts-là, on a l'impression que la vie de l'homme ne compte pas. Aujourd'hui, l'Ituri est redescendu dans ces cycles de violence. On a les Codeco, on a les FDLR là-bas, donc on a les Codeco, on a aussi les ADF, il y a les Zaïre, il y a beaucoup de petites rébellions qui naissent là-bas chaque jour, mais au final, on sait que les tireurs des ficelles, même en ce qui concerne
la province, le Grand Kivu en général, Ouais. on sait que c'est les tireurs des ficelles, c'est des personnes qui sont pas des Congolais, même s'ils manipulent certains Congolais, mais ce sont des gros enjeux financiers. Malheureusement, ces personnes estiment que face à ces enjeux financiers, l'être humain a aucune importance. Il faut qu'on arrive à arrêter ça. Il faut que la justice fasse son travail pour que Absolument. certaines personnes aussi puissent se rendre compte que ils peuvent être condamnés par rapport à des crimes de masse, à des Bien crimes sûr. contre l'humanité. Et la Cour pénale a l'œil sur eux. Ouais, il faudrait que tous les gens comme nous, en Europe, en Occident, etc., qu'on sache de quoi sont faits nos téléphones, de quoi sont faits comme minerais stratégiques, de quoi sont faits nos batteries, le coltan, etc., qui sont extraits du sous-sol de la RDC. Les saisons des guerres, on a parlé des minéraux. Plusieurs rapports ont cité en disant que dans leur citation, en parlant de ces minéraux, ils sont appelés les minéraux des sangs. Et ils gagnent beaucoup parce que quand il y a l'instabilité, on ne sait pas tracer, il y a pas de, on ne sait pas normalement payer les taxes, on ne sait pas. Donc ils se disent qu'ils ont le droit de prendre. Alors ils savent que s'ils doivent le prendre pendant que la région ou le pays est pacifié, ils sont obligés de respecter des normes. Mais quand ils veulent pas respecter les normes, ils se disent que non, on crée l'instabilité. Il suffit d'agiter quelques groupes, cette instabilité-là pour sortir de la matière première. Le coltan, par exemple, le coltan qu'on trouve dans nos téléphones. Voilà. Exactement. Bon, on est bien d'accord. On continue à dénoncer. On profite de ce genre d'espace pour continuer à dénoncer. Pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que l'homme redevienne homme et que nous ne continuons pas à nous comporter comme si nous étions dans la jungle ou dans la brousse où vous venez chez un voisin, vous avez le droit de tout faire, alors que il faut quand même qu'on arrive à respecter les frontières et à faire et à respecter le droit, à discuter avec des personnes civilisées. Oui. Merci vraiment beaucoup que vous disiez tout ça, c'est très très important parce que c'est vrai que on a l'impression quand on entend un certain nombre notamment de femmes congolaises que j'ai eu la chance de rencontrer, que tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, je parle un peu vulgairement, mais et heureusement, on a partout aussi, on a des Congolaises qui sont sur place ou dans la diaspora, et puis aussi de temps en temps quand même des personnes un peu conscientes qui sont pas forcément du Congo, mais qui sont conscientes de la situation et qui tiennent debout et qui essaient de faire triompher le droit, comme vous. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant que bâtonnière, en tant qu'avocate femme, que vous appréhendez le droit ou les lois différemment de vos confrères hommes? Je pense parce que l'homme, il est cartésien, comme on dit, alors que la femme, au-delà d'être cartésienne, elle réfléchit aussi avec son cœur. Je pense que c'est ça aussi toute la différence. Alors, par rapport à, en tant que bâtonnière, quand je vois comment est-ce que je peux ramener le droit dans la société, nous déjà au niveau ici de notre barreau, nous avons ce qu'on appelle le bureau de consultation gratuite. Ça nous permet de promouvoir l'accès à la justice pour tous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes, de manière générale au Congo, elles n'ont pas assez de moyens financiers. Alors, avec le bureau de consultation gratuite, on arrive à désigner des avocats pour DO, à organiser des permanences, des bureaux de permanence gratuites pour les plus vulnérables. Donc, je pense que promouvoir l'accès à la justice, c'est aussi une manière déjà de ramener le droit au niveau de la société, mais aussi en tant que bâtonnière, nous intervenons auprès du pouvoir public pour essayer de défendre l'indépendance du barreau parce que c'est très important et aussi arriver à influencer avec les autres femmes d'ailleurs qui sont dans plusieurs ONG des réformes dans le sens de soutenir ou sinon de pousser plus haut les droits des femmes, quoi, la protection des droits des femmes. On réfléchit sur soi, on essaye d'influencer par rapport à tout ce qui est réforme dans ce sens-là et aussi en tant que bâtonnière, nous arbitrons beaucoup de conflits internes aussi. Mais c'est aussi important, toujours dans le cadre de ramener le droit au centre de la société. On lance aussi des programmes de formation sur l'éthique, le genre, le droit international. Et on essaye avec bâtonnières du monde collaborer via les réseaux pour des initiatives un peu globales en ce qui concerne la discrimination des femmes. Je pense à mon avis qu'en tant que femme, nous apportons une certaine perspective unique, c'est-à-dire aussi la féminisation massive des métiers juridiques. De plus en plus, nous faisons des journées où il y a beaucoup d'avocates qui descendent dans les universités pour qu'on arrive à avoir
plus on a des femmes, plus on fait en sorte qu'on puisse intégrer le genre dans les décisions pour arriver à mieux sanctionner les violences faites aux femmes. Parce qu'il faut dire que les hommes sont moins exposés aux stéréotypes. Hein. Bien sûr, les femmes ont cela en plus qu'elles ont ce vécu de discrimination. Donc, et alors, étant donné qu'ils sont moins exposés et que nous sommes le plus exposés en tant que femmes, nous avons plus de l'empathie. Nous comprenons, nous nous mettons à la place des autres facilement parce que nous connaissons, ça c'est notre quotidien, et nous avons développé, les femmes, nous développons une certaine résilience et la défense des opprimés. Bien sûr. Merci beaucoup, Chérine, pour toutes ces explications et toute cette conviction dans la manière dont vous expliquez les choses. C'est essentiel. On la sent, là, la femme engagée. On a vraiment... Tout à fait. Parce que c'est important. Hein? Il est important on ne doit pas subir la crise du droit. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans nos démocraties, on sent que de plus en plus, on dirait que le pouvoir, c'est que les gouvernants ont un peu une tendance d'aller dans une certaine dictature. C'est comme s'il y avait une crise de droit. Mais cette crise de droit-là, nous disons en tant que militantes que nous n'avons pas à la subir. Hein. Absolument. Nous devons la combattre par une action militante, d'ailleurs, et inclusive. Absolument, bravo. On passe au deuxième volet, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel, a amené la petite Chérine à devenir la grande Chérine bâtonnière au Congo central, où vous êtes née, dans quel type de famille, comment sont passées votre enfance, votre adolescence, enfin, qu'est-ce qui a fait ce cheminement assez singulier quand même? En fait, je suis née à Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, comme vous l'avez dit, je vis à Matadi, c'est à 360 km de Kinshasa, mais je suis une véritable Quinoise, comme on dit. Oui, d'accord, oui. Alors, je suis née dans une famille de 7 enfants. Mon père était médecin, ce qui fait que il n'était pas riche, hein, mais on n'était pas pauvre non plus. J'ai eu l'opportunité d'aller dans des très bonnes écoles. J'ai été au groupe scolaire du Moamba de l'époque, et puis après, j'ai quitté le Moamba pour aller à l'internat. J'ai fait l'internat au lycée Lula. D'ailleurs, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Ah oui. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de mon adolescence, parce que je suis partie à l'internat, j'avais 15 ans, parce que mon père avait cessé de travailler à Kinshasa. Il est allé travailler dans les Bandundu, un peu, je vais dire que c'est le sud-ouest. Alors, quand il est allé là-bas, il était, mes parents ont estimé qu'il serait préférable que nous puissions aller à l'internat. Et c'est comme ça que, après le Moamba, je suis allée à l'internat. Je suis un fruit du couvent des Sœurs, des Saintes Marie. C'est des femmes qui étaient très strictes, très strictes. Donc, j'ai connu ça. Je suis allée à l'internat, j'avais 15 ans. Et là, j'ai décidé de faire littéraire. D'accord. Je pense que le goût de devenir avocate, c'était quand je suis devenue, parce qu'avant, je voulais devenir journaliste. Je disais que je vais faire le journalisme quand je vais terminer. Mais quand j'ai commencé avec la littéraire, nous avons commencé à apprendre Pouarkia avec Cicéron. Donc, nous avons un professeur à l'époque, Bouterere, qui connaissait, qui avait une passion lorsqu'il nous parlait de Proarchia, lorsqu'il nous parlait des catilinaires. Il avait une façon de nous expliquer et j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui disait que pourquoi tu vas pas devenir avocate, pourquoi il nous a c'était un peu comme quelqu'un qui nous poussait à aimer la défense des autres, parce que comme vous l'avez dit dans une de vos questions, on ne devient pas avocate par hasard, on ne devient pas avocate. Donc en fait, je pense que c'était une conviction qui était en moi enfouie, mais qui avec Proarchia, les catilinaires, ça a été le professeur de latin Bouterere a pu réveiller quelque chose en moi et c'est comme ça que avant même que je ne puisse obtenir mon diplôme d'état que vous appelez bac chez vous, j'avais déjà une conviction que je vais faire des études supérieures en droit et que je deviendrai avocate. J'avais senti un engagement comme une véritable un appel, une vocation. Moi, j'ai dit toujours que devenir avocat c'est un appel. C'est un appel. C'est une vocation. Vous devez aimer la défense. Vous devez aimer la défense. Donc, vous sentez en vous cette envie de défendre les autres. J'aime ce que je fais. J'ai toujours été avocate. Je ne connais pas un autre métier en dehors de ce métier d'avocat. À être là pour les autres, c'est un métier de conviction intérieure. C'est de vouloir servir la justice, protéger les droits humains, participer pratiquement au changement social. C'est même à cause de ça que
quand j'ai été élue, quelques temps après, j'ai mis en place notre bureau de droits de l'homme. Aujourd'hui, le barreau du Congo central a un bureau de droits de l'homme qui fait un travail extraordinaire en ce qui concerne le monitoring des violations des droits de l'homme. Et nous avons, l'année passée, nous avons eu notre premier bulletin de droits de l'homme que nous avons sorti. Et cette année, ça sera notre deuxième bulletin de droits de l'homme. Parce que être avocat, c'est vouloir servir la justice, en fait. Donc, il y a une histoire. Le PROARC peut-être, les catilinaires, qui c'est une volonté de laisser une trace utile dans la société en défendant les autres. Bravo. Je veux dire, il n'y a aucun sujet de doute, c'est évident à vous entendre que c'est votre engagement de toujours. Oui, parce qu'avocate, ce n'est pas seulement connaître la loi, hein, non, bien sûr. C'est accepter de porter la voix de ceux qui ne savent pas se défendre. Absolument, c'est exactement ça. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au petit questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Oui. Alors, quel est le principal trait de votre caractère? La détermination. Quelle est la qualité que vous préférez chez les autres, hommes ou femmes? La loyauté. Quel est votre principal défaut et quelle est votre principale qualité, justement? Je commence par la qualité. Je suis pas quelqu'un de rancunière. Et en termes de défauts, je crois que j'écris beaucoup. J'écris. Et alors, mon fils me dit toujours, maman, tu cries beaucoup. Ah bon, d'accord. Mais c'est la passion, en fait, qui vous fait crier. Oui, mais je travaille sur ça. Il me dit toujours, maman, tu cries. Quand tu n'es pas d'accord, tu cries. Mais je travaille sur ça parce que quand on est bâtonnier, on gère les gens, on gère les confrères. Donc, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Il faut savoir tempérer les ardeurs. Bien. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour la planète ou pour votre pays ou pour ce que vous voulez? Je ferai en sorte que nous soyons dans une planète où il n'y a pas de corruption. Je vais pratiquement effacer la corruption de la tête des gens. Oui, beau programme. Quel est le pays où vous désireriez vivre? Le vôtre, j'imagine? Non, j'aime bien, hein. J'aime bien le Congo. J'aime bien, je pense que je vivrai toujours ici, mais si par impossible, je dois aller quelque part, j'irai en France. J'adore Paris. Paris a été mon coup de cœur. Bon, on se retrouvera alors. Est-ce que vous avez une couleur préférée et pourquoi? J'aime bien de manière générale, le brun, il est assez terne. Je pense que ça représente un peu ce que je n'aime pas les couleurs vives. Je pense que ça représente ce que je suis. Hein. Je suis pas quelqu'un qui veut nécessairement se faire voir. Non, je préfère les couleurs ternes. D'accord, bien. Est-ce que vous avez une fleur, une plante qui vous touche particulièrement? Non. Bon. Non. C'est vrai que j'ai des fleurs chez moi, j'ai de la pelouse, mais non. Est-ce que vous pourriez me citer vos auteurs ou autrices préférés, voire vos artistes préférés dans n'importe quel domaine de l'art? Les auteurs préférés, je sais que à l'époque, j'ai lu un livre qui m'est resté, c'était Autant on emporte le vent. Le vent, oui. J'ai beaucoup apprécié Alex Haley qui a écrit Racine. Ah Racine, oui, c'est magnifique. L'histoire de Kunta Kinte, l'esclavage. Magnifique, Racine. Pour ne pas oublier d'où on vient, ceux qu'ont connu nos ancêtres. Oui. J'ai beaucoup aimé Alex Haley dans Racine, aussi Margaret Mitchell dans Autant on emporte le vent avec la guerre, le Nord et le Sud. De sécession, oui. Aux États-Unis. Oui. Est-ce que vous avez une cuisine préférée, un plat? Est-ce que vous cuisinez beaucoup? De temps en temps, pas beaucoup, mais de temps en temps, mais je sais cuisiner, comme toute femme africaine, toute femme congolaise qui se respecte. Mon plat préféré, c'est une plante de chez nous qu'on appelle fumbwa. C'est bien de prendre avec de bananes plantain. C'est quoi C'est un peu dur et c'est un accompagnant en fait. D'accord. Que vous pouvez manger avec la farine de manioc parce que chez nous ici, la farine de manioc se mange beaucoup, on appelle foufou. D'accord. Moi, je préfère le prendre avec des bananes plantain. Bon, vous me ferez goûter la prochaine fois. Je ne manquerai pas. Si vous étiez un mot, quel serait ce mot? Amour. L'amour fait tourner le monde. Oui, complètement. Je suis d'accord avec vous, oui, ô combien. Si vous étiez une odeur ou un parfum? Question piège parce que moi, j'aime pas les odeurs des fleurs dans les parfums. Ça, c'est évident. Oui. Mais sinon, je change tout le temps de parfum. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, c'est bien, c'est que vous avez un odorat multiple. Multiple. Et si vous étiez un lieu ou un monument?
Si j'étais un lieu, j'essaierais le chute des Zongo. C'est au Congo central ici. D'accord. Nous avons une très belle chute ici qu'on appelle Zongo. Okay. Et quand vous allez là-bas, oui. Vous êtes devant la chute, oui. Pas directement devant. Vous êtes dans un endroit un peu surélevé. Lorsque on parle, quand on arrive là-bas, on parle en l'une de langue nationale. Vous demandez à cette chute-là de vous envoyer de l'eau. D'accord. Oui. Alors, vous êtes de l'autre côté, il y a la chute et vous êtes en face de la chute et vous demandez à la chute, comme on dit chez nous, Zongo Toala Maza. Et vous sentez vraiment que la chute vous renvoie de l'eau. Ah oui. C'est et super. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas l'expliquer. Oui, mais alors, je comprends. Si j'étais à lieu, je serais Zongo. C'est dans le Congo central. D'accord. J'ai vu des photos, mais il me manque cette expérience extraordinaire que vous décrivez. Donc, quand vous criez Zongo, c'est-à-dire Zongo, est-ce que vous pouvez nous envoyer de l'eau? Et vous voyez en ce moment-là Zongo qui vous envoie de l'eau. Ouais. Si vous le dites en français, il ne le fait pas. Génial. Bon. Est-ce qu'il y a une personnalité politique qui vous inspire dans le passé ou dans le présent? Je me dis, la première ministre que nous avons chez nous aujourd'hui, Judith Suminwa. Elle incarne le combat de la femme parce que vous savez que c'est la première femme première ministre que nous avons eue chez nous. Oui. Et en tant que bâtonnière, je sais que ce n'est pas facile pour elle. Je connais la bataille qui est la nôtre en tant que femme lorsqu'on accède à des pouvoirs. Absolument. Alors aujourd'hui, si je dois citer un nom, elle est aujourd'hui une source d'inspiration pour beaucoup de femmes ici en République démocratique du Congo. Il faut pas oublier que chez nous, la femme, c'est un peu encore dans le sens où la femme, son rôle, c'est la cuisine, c'est les enfants, c'est la maison. Alors que de plus en plus, la société change. Nous aspirons à avoir une place au soleil. Nous aspirons à des postes politiques, à des postes de commandement, comme en tant que bâtonnière. D'ailleurs, c'est même à cause de ça aussi que Vanessa a eu l'idée de créer Vanessa Boussardeau, du monde, parce que là, c'est pratiquement, on se booste en ce qui concerne la place de la femme avocate. Bâtonnière du monde aujourd'hui, c'est carrément un levier contre les discriminations faites à la femme. On essaie de réfléchir sur tout ça. Alors aujourd'hui, quand je vois Madame Judith Suminwa, je me vois en elle, car je vois comment est-ce qu'elle incarne le pouvoir, comment est-ce qu'elle incarne le combat de la femme. Aujourd'hui, le plafond de verre est carrément brisé. C'est vrai qu'on n'est pas encore le chemin est encore long, mais au moins quand elle est là, quand on la regarde, quand je me regarde moi en tant que bâtonnière, je me dis, en tout cas, elle incarne ce que nous voulons, ce que les femmes veulent aujourd'hui. Judith Suminwa, Toluca. Est-ce qu'il y a une réforme politique de manière générale qui vous semble avoir réellement amélioré la société? De manière générale, des réformes qui semblent améliorer. C'est vrai qu'en ce qui concerne les combats de la femme, par exemple, chez nous, je préfère rester dans le cadre de la RDC. Il y a quand même des avancées en ce qui concerne les lois, mais entre les lois et l'applicabilité, il y a encore de problèmes. Il y a eu beaucoup de lois et même avec la masculinité positive, ce refrain sur la masculinité positive, on sent qu'on veut que les gens, que l'homme puisse comprendre que la femme est un partenaire, mais aussi, je pense qu'ici, en termes des réformes, moi, si je dois parler des réformes, j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup de réformes en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la corruption, c'est un véritable frein au développement de la République démocratique du Congo. Lutte contre la corruption, il faut qu'on arrive à obtenir vraiment aussi l'indépendance totale de la justice, l'indépendance judiciaire, pour qu'effectivement qu'on sente quand même que le pays est en train de se développer. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des corrupteurs, ils trouveront sur leur chemin une justice indépendante qui fera son travail. Quelle est la devise ou le mantra qui vous sert de guide dans la vie? Je regarde toujours l'avenir avec confiance, car Dieu est mon espérance. Magnifique. Je suis quelqu'un de très, très croyant. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, et je sais que tant que Dieu est là, il y a l'espoir, l'espérance. Super. Dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose, chère Chérine? Est-ce que ça a été facile pour moi d'accéder d'être élue bâtonnière? Je pense que je connais la réponse, mais je vous pose la question. Est-ce que ça a été facile?
Chérine Louzaïzou? Non, ça n'a pas été facile, mais ça a été un véritable challenge. Oui. Ça n'a pas été facile, mais je m'étais préparée. Je savais que je rencontrerais beaucoup de stéréotypes. Oui. Je rencontrerais beaucoup de préjugés. Mais pour moi, j'ai considéré que c'était un véritable challenge. Et ce challenge-là, j'ai eu à le remporter. Donc, il faut que les femmes puissent croire en elles-mêmes. Absolument. Savoir ce que nous avons comme expertise, ce que nous avons comme compétences, croire en nous-mêmes, pas dans le sens de s'enorgueillir, mais dans le sens de faire en sorte que ceux qui sont avec nous, nos partenaires masculins, puissent comprendre qu'ils gagneront beaucoup en faisant de la femme un véritable partenaire de développement. Oui. Merci beaucoup. Je crois que tout est dit là. Vraiment, tout est dit. Merci infiniment, chère Chérine Louzaïzou, maître. Je suis absolument ravie de vous avoir reçu et mille merci encore pour votre témoignage et votre passion et votre engagement de femme. Merci pour votre temps. Merci d'avoir choisi de discuter avec moi. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Camille Goasduf, Hermine Demoissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.